différents axes, 4 parties. Une première partie qui concerne la galaxie composite. Alors, vous allez commencer ce cours avec déjà un certain nombre du coup, de notions sur ce que sont les composites, dans quel domaine ils peuvent être utilisés. De là, et je vais... Ah, il y a un micro qui a dû s'ouvrir. Et on va compléter avec l'environnement composite, donc tout ce qui touche à la... je vais dire au contexte de fonctionnement des entreprises. C'est bon, vous voyez? Je vois plein de choses apparaître dans le chat. Ok. Bon. Donc, tout l'environnement, en fait, de contexte dans lequel les entreprises et les personnes travaillent dans ce secteur des composites. Je vais peut-être juste couper ma vidéo pour améliorer la bande passante. Si ça doit changer quelque chose, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est dans ce contexte-là, dans le contexte 1, qu'on évoquera notamment le CTIPC et puis d'autres choses. Donc les pôles de compétitivité, etc. Pourquoi ce volet 1? C'est important pour vous d'avoir aussi ces notions sur comment faire pour fonctionner dans ce domaine des composites avec des appuis qui peuvent être soit régionaux, soit nationaux, dans le but de monter des programmes. Alors, ce n'est pas utile pour vous tout de suite, mais vous verrez qu'en fait, ce que je vais vous raconter, c'est valable aussi pour plein d'autres domaines que les composites. Et donc, quand vous êtes dans un contexte de recherche voilà, de ce que vous voudriez faire plus tard ou d'emploi, ça peut vous permettre aussi d'y voir plus clair sur comment réaliser vos recherches et comment procéder au mieux. Donc ça, ce sera le premier volet. On a un deuxième volet sur les ingrédients du succès. Donc là, on ira davantage voir ce que sont les composites, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ça sera très complémentaire par rapport à ce que vous avez vu avec mes collègues. Et puis de ces ingrédients du succès, on pourra enfin aller vers l'élaboration, la transformation, les microstructures, comment est-ce qu'on conçoit en fait des pièces en matériaux composites. Et puis le quatrième volet sera un volet beaucoup plus dédié là aux procédés de transformation eux-mêmes, et donc on verra un certain nombre de procédés de transformation. J'ai fait un choix pour pouvoir aborder ces sujets. On ne pourra pas tout traiter de manière exhaustive, hein, c'est très très large, donc on abordera ça d'une certaine manière. Je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc, on va aborder ces quatre thèmes. Et pour ces 4 thèmes, j'attends de vous effectivement de l'interactivité pour que vous puissiez également me répondre ou m'indiquer vos propres expériences sur ces sujets. Alors, on va commencer par ce premier thème, la galaxie composite. Il faut savoir que les composites, c'est un secteur qui est en plein essor et ça fait des années que c'est comme ça. Alors, les composites, ce n'est pas très nouveau. En tout cas, les composites dits modernes ne sont pas très nouveaux, puisque les composites existent dans la nature depuis que la nature existe. Et l'homme a utilisé donc des composites assez rapidement, simplement en faisant des mélanges de matières. Donc moi, je parle ici des matériaux composites dits modernes. Et ces matériaux composites dits modernes, avez-vous une idée à peu près des dates sur lesquelles ils ont émergé? C'est ça, merci Aurélien. Donc c'est plutôt dans les années. Alors ça va dépendre. On utilise donc dans ce composite à matrice organique, bien sûr, des polymères. Donc les polymères, c'était plutôt dans les années, à partir des années 30, 40, et puis un plein essor effectivement pour la Seconde Guerre mondiale et puis juste après. Et puis les renforts. Les renforts, eux, c'est un petit peu plus tard. Donc les premières fibres de carbone, c'est dans les années 60. Enfin, je parle là des fibres de carbone utilisées en termes
renfort, donc dans les années 60. Donc on voit que c'est relativement récent et ces matériaux composites n'ont cessé d'évoluer. Alors ils évoluent tant par les matières que l'on met en œuvre que par les applications dans lesquelles ils sont utilisés. Et on va voir qu'en fait, ils sont très pertinents pour beaucoup de domaines, en particulier pour des domaines qui sont en tension énergétique ou sous pression environnementale, ou pour des domaines marins qui peuvent être des milieux très, très corrosifs. Alors, vous avez plein d'exemples en tête. Je vais vous en montrer un certain nombre dans la diapositive suivante, mais est-ce que vous pourriez vous m'en donner? Dans quel domaine est-ce que vous voyez des matériaux composites? Alors, dans l'aéronautique, dans le sport, dans le spatial, tout ça, c'est très bon. Dans le transport, dans l'électronique, alors dans le bâtiment, oui, on va en parler, dans l'automobile, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans le nautisme, hein, si on parle de transport aussi. Alors, vous me donnez un certain nombre de secteurs, on va pouvoir en parler. Est-ce qu'à votre avis, vous avez des matériaux composites autour de vous? Chez vous, par exemple? Alors oui, mais où? Alors, je mets de côté les aspects béton armé, qui peuvent être bien sûr considérés comme des matériaux composites. J'entends plutôt des matériaux composites à matrice organique. Donc, chez vous, vous avez du matériel de sport, comme des raquettes, merci Mohamed, effectivement, de tennis. Dans les fenêtres, peut-être, ça dépend, peut-être. Il y a des PVC qui sont renforcés, effectivement, pour des fenêtres. Alors vous-même, vous êtes en matériaux composites, bien sûr. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais à votre salle de bain, dans votre salle de bain. Est-ce que vous avez des matériaux composites? Votre bac de douche ou votre baignoire, pour les plus chanceux, si quand vous montez dedans, c'est pas très très froid, c'est pas forcément hyper rigide, il est fort probable que votre bac de douche ou votre baignoire soit en polyester renforcé avec des fibres de verre. Hein, c'est de plus en plus courant. Donc en fait, on a des composites un peu partout autour de nous sans qu'on s'en rende forcément compte, hein, bien sûr. Et ces matériaux composites donc, intègrent des secteurs qui peuvent être des secteurs dits de haute performance, mais ça peut être aussi des secteurs plutôt à très grande diffusion. Donc j'ai représenté ici un certain nombre d'exemples que vous m'avez cités, bien sûr le sport, l'automobile, l'aéronautique, alors j'ai cité le nautisme, le bâtiment, alors je mets de côté bien sûr le béton, mais ça c'est plutôt des aspects liés à ce qu'on peut faire donc en termes d'architecture avec des matériaux composites. Donc on peut faire des formes très complexes d'architecture avec ces matériaux composites à matrice organique. Et puis tout ce qui est offshore, où on va avoir des milieux corrosifs, donc soit effectivement des éoliennes marines qui vont se trouver au-dessus du niveau de la mer, mais sinon on peut aussi avoir des composites sous la mer, de par leur très bonne résistance au milieu marin, et ben on peut tout à fait avoir des systèmes très performants avec des matériaux composites. Alors j'ai tiré toutes ces images d'un site qui s'appelle Composite Manufacturing, qui est un site très bien documenté, qui vous permet d'avoir dans plein de secteurs des exemples sur les nouveautés, sur voilà, tous les secteurs en fait qui peuvent vous intéresser et qui vont lier matériaux composites, transformation et puis application. Donc c'est une bonne source d'information si vous avez des projets ou des choses à faire dans ce domaine. C'est pour ça que je le mentionne ici de manière assez claire. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet essor des matériaux composites dans tous ces domaines, en dehors des milieux corrosifs qu'on vient d'évoquer? Quels sont les atouts en fait de ces matériaux?
Alors, de très bonnes propriétés, alors lesquelles? Donc, la légèreté, oui, effectivement. La rigidité, la tenue en température, hein, donc la résistance, on verra tout ça, effectivement. Donc, là, vous cernez bien les choses, hein. Je pense que ça, ce sont effectivement des rappels par rapport à ce que vous ont indiqué mes collègues. Donc, on va trouver ces matériaux intéressants parce qu'ils vont avoir de bonnes propriétés mécaniques, bien sûr, tout en ayant eh bien, une densité relativement faible. On aura l'occasion de revoir ça de manière un peu plus concrète avec des valeurs qu'on va donner tout à l'heure. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, si vous ne savez pas, ce n'est pas très grave parce que ça fait l'objet justement des clés du succès qu'on verra un peu plus tard. Alors, quand on parle de propriétés mécaniques, donc, il y a la résistance, la rigidité qui a été évoquée. Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Alors oui, ils sont faciles effectivement à mettre en œuvre comparé à d'autres secteurs. Ok, adaptable bien sûr. Donc on a parlé des milieux corrosifs, effectivement. Tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai, mais effectivement là j'ai pas forcément la réponse que j'attendais, mais qui fera l'objet d'une section un petit peu plus tard. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, donc on a tous ces secteurs qui vont utiliser les composites. Avec, malgré tout, on va faire la distinction entre deux grands domaines ici. On peut distinguer le domaine plutôt haute performance, qui va toucher eh bien, des secteurs alors du sport, par exemple, hein, quand on est sur du sport de très haut niveau, l'aéronautique, l'aérospatial, le nautisme, si on est sur le Vendée Globe Challenge, ben, évidemment, on veut des composites qui soient très, très performants. Et puis d'un autre côté, les composites plutôt très grande diffusion, ceux qu'on va retrouver pour notre douche hein, ou pour des automobiles, l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde, hein, pas celle qui fait les 24 heures du Mans. Et donc ces deux grands domaines vont utiliser des matériaux qui sont différents. Si je me place dans le secteur des très hautes performances, à votre avis, quelles sont les matières qu'on va mettre en œuvre? Donc de la fibre de carbone, c'est exact. Et puis toute autre nature de renfort, donc l'aramide, bien sûr, alors céramique, oui. Voilà. En matrice, on va plutôt utiliser des matrices, alors soit thermodures de type époxy, soit des matrices thermoplastiques, mais à très haute performance également, hein, comme des PIC ou des PEI, ou, enfin ce type de matrice. Quand on est alors moi je parlerai surtout de composites à matrice organique, donc on n'abordera pas vraiment les matrices métalliques ni les matrices céramiques, sinon en faisant des comparaisons de comportement entre ces différents composites. Voilà. Si on se place de l'autre côté sur les composites plutôt grande diffusion, quelles sont les matières qu'on va mettre en œuvre? Donc votre bac de douche, j'ai dit que c'était du polyester avec de la fibre de verre. Et dans votre voiture, alors du PET, oui. Parfois des polyamides, ça va dépendre effectivement. Beaucoup de polypropylène, hein, si on reste sur des thermoplastiques. Et puis, bien souvent de la fibre de verre. Alors le polyacrylonitrile, lui, il est plutôt utilisé donc pour les fibres de carbone, mais du coup, c'est pas forcément des fibres de carbone qui sont utilisées pour les procédés grande diffusion. On a assez peu de carbone utilisé sur ces procédés. Tout à fait. On a toutes ces matières. Et puis, par contre, en termes de procédés, ce n'est pas du tout les mêmes procédés. Sur les procédés haute performance, on va avoir des procédés où on va placer les fibres d'une certaine façon pour vraiment profiter au maximum de leurs propriétés. Alors que sur les procédés grande diffusion, on va avoir des fibres qui vont être placées de manière un peu plus aléatoire, avec des procédés qui vont être beaucoup plus rapides. Et donc, on
on joue sur ces tableaux pour pouvoir fonctionner. Donc, tout à l'heure, je vous exposerai deux situations, une fois qu'on aura un peu avancé sur les contextes, etc. Une situation où on se placera en tant qu'ingénieur d'un bureau d'études aéronautique, et puis une situation où on se placera en tant qu'ingénieur bureau d'études dans l'industrie automobile. Et on regardera justement comment tout ça fonctionne par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les différentes matières et les procédés. D'accord? Mais c'est ce que vous m'indiquez dans l'ensemble, c'est plutôt très bien. Alors, en termes de répartition, comment est-ce que ça se répartit sur ces différents domaines? Mais en fait, on voit qu'on a ici à peu près les 2/3 de l'utilisation des composites, avec 26% pour tout ce qui touche au transport au sol, donc tout ce qui est automobile bien sûr, mais également transport routier en général, et puis transport ferroviaire. Et puis ensuite, on va retrouver l'aéronautique à peu près à égalité, donc aéronautique aérospatiale défense à peu près à égalité, avec le bâtiment ici, alors soit les bacs de douche et les baignoires, etc., soit effectivement des composites à matrice organique qui sont utilisés pour de la réparation en bâtiment. Donc on va trouver ici, pour vous citer des exemples très concrets, les tabliers de pont qui sont faits en béton, quand ils deviennent un peu trop âgés, se fissurent. Et le tablier d'un pont travaille en flexion. Donc en fait, on a une partie sous le pont, sous le tablier qui travaille en traction, et puis une partie au-dessus du pont qui travaille en compression. Et donc pour permettre de prolonger la durée de vie de ces tabliers de pont, et ben autrefois on utilisait ce qu'on appelle des plats métalliques. Donc vous imaginez des immenses règles qu'on vient coller en fait sous le tablier, donc une règle en acier, qui va être mise en tension au moment où effectivement le pont est sollicité. Et donc c'est cette règle en acier qui vient reprendre les efforts de tension et donc consolider le tablier du pont. Mais ça avait un gros inconvénient, c'est qu'en mettant de l'acier, en collant de l'acier sous le tablier, bah, c'est qu'on limitait beaucoup la possibilité, la capacité du pont à pouvoir voir passer des camions et des forts tonnages. Donc, un des moyens, ça a été d'utiliser non plus des plats métalliques, mais des plats composites. Donc, on fait des profilés à partir de fibres de verre ou plus souvent de carbone, qui permettent de remplacer ces plats métalliques, et donc on vient prolonger la durée de vie de ces ponts. Donc ça fait partie des réparations possibles. Et puis on a pareil des réparations qui se font sur des cavités voûtées dans des bâtiments où on vient placer de la fibre de verre ou de carbone en fonction de la taille et puis des efforts pour renforcer en fait ces cavités. Donc en réparation, on utilise beaucoup de ces composites également. On a aussi les applications dans le domaine électronique. Donc, dans tous vos systèmes électroniques, dans les ordinateurs que vous utilisez, dans vos téléphones, dans tous les équipements électroniques que vous utilisez, il y a des composites. Alors, pas forcément pour la structure de l'appareil, mais surtout pour fabriquer les cartes électroniques. Les cartes électroniques, c'est de la fibre de verre. Et puis, donc, on veut un matériau diélectrique. Et puis, on vient donc mettre des pistes, parfois sur différentes couches.